Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission. Mais tout d'abord, je tiens à fêter la fête des mamans, à toutes les mamans notamment qui nous écoutent et qui nous sont vraiment toutes très chères. Donc, comme d'habitude, deux parties à cette émission. À 18h, donc maintenant, nous recevons Mathieu Lavagna. Alors Mathieu Lavagna occupe les ondes de Radio Courtoisie, puisqu'il était juste un instant sur une autre émission, mais sur un sujet différent qui concernait Michel Onfray. Là, nous allons le recevoir pour, suite à la publication de son livre chez Artege, La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné. Le débat dépassionné, bien sûr, c'est celui autour du respect de la vie et autour de l'avortement. Ça sera la première partie de notre émission. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Charlotte Agut-Régnier, qui est directeur associé de la maison de vente, alors c'est en anglais, parce que c'est un marché très international. Agut Auction House, c'est une maison de vente, c'est l'une des plus grosses maisons de vente d'ailleurs en France, une maison de vente aux enchères. Et Charlotte Agut était une spécialiste de l'art d'Indochine, et plus particulièrement de l'art moderne en Indochine, donc qui concerne la période, pour faire simple, des années 30, cette période est surtout caractérisée par la création à Hanoï d'une école des beaux-arts d'Indochine qui a formé des artistes de grand talent et qui ont donné des œuvres absolument magnifiques. Et ce soir, c'est quasiment le centenaire. Ce n'est pas que l'anniversaire de Dien Bien Phu, c'est aussi presque le centenaire de la naissance de cette école des Beaux-Arts d'Indochine à Hanoï. Nous allons évoquer son histoire et bien sûr nous allons évoquer ces magnifiques artistes qui sont redécouverts actuellement et d'ailleurs dont les ventes aux enchères donnent des résultats absolument faramineux. Nous allons évoquer cela ce soir avec Charlotte Agut-Régnier pour ce livre L'art moderne en Indochine qu'elle publie aux éditions A. Et puis je rappelle que Marie-Hélène est au standard et qu'elle sera très heureuse de prendre vos messages, vos remarques, vos questions que nous aurons plaisir bien sûr à proposer à nos invités. Alors l'émission avec notre premier invité, Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna habite fort loin de Paris, enfin il est en province. Donc en ce dimanche soir, nous sommes en liaison Zoom. Mais la qualité est certainement excellente et ça ne changera rien, je l'espère, chers auditeurs, à l'intérêt de cette émission et à la qualité des débats. Donc nous abordons la première partie de cette émission. Pour la philosophe Chantal Delsol, la France n'est plus chrétienne depuis qu'elle a adopté la loi permettant, libéralisant l'avortement, baptisé IVG. C'est un euphémisme qui sans doute, comme beaucoup d'euphémismes, c'est le cas actuellement avec le projet de loi sur l'euthanasie, pompeusement rebaptisé aide active à mourir, une loi toute de fraternité, de solidarité, eh bien voilà, c'est un euphémisme sans doute destiné à masquer, à atténuer la réalité de cet acte. Notons au passage que la loi Veil a été détournée de ses intentions, puisqu'elle était réservée d'ailleurs au cas de détresse. Et que nous disent les chiffres ? Notre invité va nous préciser les chiffres pour la France. La France, sachez-le, chers auditeurs, c'est le pays où proportionnellement on avorte le plus en Europe, et c'est une tendance qui va en augmentant. Dans le monde, il y a 73 millions d'avortements par an. En France, 27% des femmes entre 20 et 29 ans ont déjà avorté. Nous reviendrons bien sûr sur ces chiffres avec notre invité durant cette émission. Et ces chiffres qui sont effectivement très, très importants, très impressionnants, fait écrire à notre invité dans son livre, ce livre que nous allons évoquer, eh bien que l'endroit le moins sûr du monde, c'est malheureusement
le ventre des mamans. Donc c'est une question de fond, qui est effectivement grave et importante quand on considère ces chiffres. Ceci dit, la question la plus importante, celle qu'aborde d'une manière d'ailleurs vraiment passionnante, avec énormément d'arguments, notre invité dans son livre, est la question de fond pour mesurer la gravité de l'acte d'avortement. Eh bien, concerne l'embryon. Est-ce que l'embryon est, oui ou non, un être humain? Est-ce que l'embryon est une personne? Cette question n'a pas d'ailleurs été abordée récemment en France lors de l'inscription de la liberté garantissant le recours à l'avortement dans la Constitution, dans une unanimité factice et surjouée, unanimité politique incluant des partis d'ailleurs qu'on avait cru plus courageux sur ces questions dans le passé notamment. Cette question, Emmanuel Macron ne l'a pas abordée, bien sûr, et il ne l'aborde pas non plus quand il assure, je crois que c'était dans le magazine Elle, vouloir aller plus loin et inscrire cette liberté d'avorter dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc c'est une question qui est toujours très actuelle et qui est très grave. Néanmoins, c'est une question taboue, très difficile à aborder. Comment faire pour résister à ce tsunami en faveur justement de l'avortement? Est-ce même d'ailleurs possible? Comment faire pour argumenter face à l'unanimité des pro-choix, comme on dit? Comment faire pour avoir le courage de s'opposer, mais de s'opposer intelligemment, de manière rationnelle à ces tabous? Comment faire aussi pour ne pas s'habituer? Car on peut vivre très confortablement dans un pays qui pratique et promeut l'avortement comme un acte acceptable et devenu banal. Alors il y a un essai remarquable, c'est celui de notre invité qui vient donc de paraître et qui répond à ces questions et nous propose un ensemble d'arguments qui permet de débattre de manière fondée et rationnelle. Et ce livre d'ailleurs a une particularité, c'est que bien des arguments qu'il utilise eh bien, proviennent des arguments utilisés par les pro-choix, et cela les rend d'ailleurs encore plus indiscutables. Ce livre, c'est La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné, que Mathieu Lavagna publie aux éditions Artege. Alors Mathieu Lavagna est avec nous, donc en Zoom. Mathieu Lavagna, bonsoir. Bonsoir Thierry. Eh bien, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir en direct. Merci de vous être rendu disponible pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous présente, bien que les auditeurs, en effet, commencent à vous connaître, parce que vous êtes intervenu plusieurs fois sur les ondes de Radio Courtoisie. Vous êtes diplômé de philosophie et de théologie. Vous vous passionnez depuis un certain nombre d'années aussi pour l'apologétique. Il faudra peut-être nous expliquer en quoi ça consiste, l'apologétique, en tout cas celle qui vous passionne. C'est une discipline, écrivez-vous, qui est très répandue dans le monde anglo-saxon, pardon, et vous souhaitez la développer en France. À ce titre, vous avez publié Soyez rationnel, devenez catholique, ça c'est en 2023. Vous avez publié aussi de nombreux chez Artege, je pense. C'est chez Artege que vous avez publié ce livre. Oui, alors mon premier livre, je l'ai publié aux éditions Marie de Nazareth, Soyez rationnel, devenez Ah, catholique. d'accord, ce Et n'est pas chez ensuite, Artege. j'ai publié mon livre de réponse à Michel Onfray chez Artege. D'accord. Et puis vous avez aussi écrit de nombreux articles sur les questions de défense rationnelle de la foi chrétienne. Et vous travaillez en collaboration avec l'association Marie de Nazareth, justement, que vous venez de mentionner. Avant d'en arriver à votre livre, Mathieu Lavagna, je souhaitais vous demander ce que c'était que pour vous l'apologétique, et puis aussi ce que c'était que l'association Marie de Nazareth, avec laquelle vous collaborez sur ces questions. L'apologétique, ça vient du grec apologia, et apologia en grec, ça veut dire la défense de. Et donc, l'apologétique, c'est une discipline qui se focalise sur la défense rationnelle de la foi chrétienne, en particulier de la foi catholique. Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on défend positivement notre foi
et comment est-ce qu'on répond aux objections contemporaines qui sont faites à l'égard de la foi catholique. Donc en pratique, ça revient à répondre aux objections des athées, des protestants, des musulmans, des juifs, tous ceux qui ne partagent pas la foi catholique, comment est-ce qu'on leur donne une réponse fondée et rationnelle pour défendre notre foi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon premier ouvrage dédié à cette discipline. Mais qu'est-ce qui vous a Et amené pour dans, l'association, qu'est-ce qui vous a oui, amené dans cette voie de eh bien, l'apologétique? j'ai beaucoup, vu que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup lu ce qu'écrivent les apologètes anglo-saxons qui ont beaucoup développé cette discipline depuis les années 80. Et donc, je me suis pas mal renseigné un petit peu dans ces milieux et ça aide parce que, voilà, vu que j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, je suis bilingue en anglais et donc je suis capable de lire dans les deux langues. Et je me suis dit, bah, ça serait bien de ramener un peu cette discipline en France, en Occident, parce que malheureusement, la discipline de l'apologétique a été un petit peu oubliée, un petit peu abandonnée depuis le Concile Vatican II. Et je me disais que ça serait bien de relancer ça ici en France. Voilà. Alors je vous propose d'en arriver à votre livre, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Eh bien, tout simplement, en lisant les philosophes anglo-saxons, principalement américains, je me suis rendu compte que le débat sur l'avortement aux États-Unis était largement développé et que ce n'était pas un tabou comme ça peut l'être en France aujourd'hui. En France, si vous parlez de l'avortement dans la rue ou vous osez vous y opposer, on va tout de suite vous crier dessus en disant que vous êtes un fasciste d'extrême droite, etc. et toutes les calomnies habituelles. Et il n'y a pas trop cette liberté d'expression par rapport à l'avortement en France. C'est vraiment considéré comme un sujet tabou, alors qu'aux États-Unis, c'est un sujet dont on discute volontiers et il y a des débats qui sont organisés entre les pro-life et les pro-choice, et parfois même des débats formels à l'université entre des professeurs de philosophie et autres. Et donc, je me disais que, eh bien, il faudrait retrouver un peu la place du débat en France, du débat d'idées, du débat de fond, sur des sujets importants, des sujets bioéthiques notamment, donc sur l'avortement en particulier, ou sur d'autres sujets comme l'euthanasie qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est dans cette optique-là que j'ai écrit ce livre, en disant bah, arrêtons de s'insulter mutuellement, essayons de réfléchir, de raisonner ensemble et de progresser ensemble dans la compréhension mutuelle et dans l'argumentation. Parce que moi, je pense que voilà, la rationalité, la philosophie et la science convergent pour montrer euh, que l'avortement est quelque chose d'immoral et qui devrait être illégal. Donc c'est la thèse de ce livre. Et croyez-vous vraiment que c'est le titre de votre livre d'ailleurs, hein, argument non religieux pour un débat dépassionné. Croyez-vous vraiment qu'un débat dépassionné soit possible? Et vous-même, en avez-vous eu l'expérience en France? Je veux dire, puisque vous dites qu'aux États-Unis c'est différent. En France, cela semble en effet très, très difficile, et même plus de débat d'ailleurs qui soit organisé, comme on le disait en introduction, et c'est la question de fond que vous abordez dans votre livre, c'est que l'embryon ou le fœtus sont-ils des personnes? Personne n'a abordé ce sujet lorsqu'il s'agit d'inscrire dans la Constitution donc la liberté, l'accès, la liberté d'avorter. Croyez-vous que avez-vous vous-même pu mener des débats contre des partisans de l'avortement de manière dépassionnée? Est-ce que c'est possible? Effectivement, c'est plus rare en France, comme je disais, parce que c'est une question très clivante, mais ça m'est arrivé de trouver quelques adversaires de débatteurs qui étaient prêts à essayer de défendre la position pro-avortement. Et donc, j'ai organisé quelques débats par vidéo interposée sur Zoom ou Skype avec des personnes qui voulaient défendre l'avortement. Et donc, on a filmé ça. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mathieu Lavagna. Et j'ai aussi une autre chaîne YouTube dédiée à la défense de l'avortement, enfin de la position anti-avortement qui s'appelle La raison est pro-vie. Et sur cette chaîne, j'ai publié au moins 2 débats que j'ai eus avec des personnes qui défendent l'avortement. Donc ça commence, j'essaye de relancer doucement ça en France. Mais avant qu'on ait des débats formels dans les universités comme ce qu'il y a aux États-Unis, je pense qu'on peut attendre longtemps. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite histoire résumée rapide de l'avortement, de l'histoire de l'avortement? Est-ce que la question que je me pose, par exemple, est-ce que l'avortement s'était autorisé dans l'Antiquité, quand Eh bien, quand le monde l'avortement, n'était pas encore chrétien, ou l'Occident en tout cas n'était pas encore euh, chrétien? je pense que l'avortement a toujours été pratiqué dans l'histoire,
même dans l'Antiquité, l'avortement et l'infanticide étaient pratiqués, mais que globalement, il y avait toujours cette a priori morale contre l'avortement, même jusqu'au XXe siècle, hein, même les communistes, au début, avaient un a priori moral contre l'avortement. Et c'est à partir des années 30, 40, et puis plus dans la période des années 60, que ça s'est complètement libéralisé, notamment à cause de mai 68, et que l'avortement est devenu quelque part quelque chose de plus en plus anodin. Mais oui, si on regarde l'histoire de l'humanité, globalement, la plupart des civilisations, en tout cas, avaient un a priori négatif vis-à-vis de l'avortement, même si il faut reconnaître que il a toujours été pratiqué, de la même manière que voilà, les crimes ont toujours été pratiqués, bien que la société s'opposait en théorie aux crimes. Hmm. Alors vous écrivez dans l'introduction, je vous lis, si vous le voulez bien, Mathieu Lavagna, dans ce livre, dont je rappelle le titre, hein, c'est vraiment un livre à voir chez soi, tant les arguments que Mathieu Lavagna développe sont vraiment irréfutables. La raison, donc le titre de livre, c'est La raison et pro-vie, argument non religieux pour un débat passionné qu'il publie chez Arte. Je vous lis là quelques lignes de l'introduction. Beaucoup d'entre nous ont vu ce qui se passe lorsque deux personnes ayant des opinions tranchées discutent de la question. Parfois, la discussion peut être calme et rationnelle, mais le plus souvent, elle vire à l'invective. Le dialogue est alors impossible. Remettre en question l'avortement en tant que droit fondamental suscite beaucoup de réactions vives et agressives chez nos contemporains. C'est ce que vous nous avez rappelé. Est-ce que la vivacité de ces réactions, finalement, ne traduit pas quelque chose qu'on essaie d'enfouir, c'est-à-dire un sentiment de culpabilité? Quand on voit finalement le nombre d'avortements pratiqués, notamment en France, on pourrait s'interroger d'ailleurs pourquoi est-ce qu'en France, que c'est le pays d'Europe, la France est le pays d'Europe où on avorte le plus, quand on voit que effectivement le tiers des femmes, hein, en France, quasiment le tiers, entre 20 et 29 ans, ont avorté. Est-ce que c'est la violence de la discussion, l'anathémisation qui est pratiquée, n'est pas tout simplement la conséquence d'un sentiment de culpabilité qu'on veut enfouir au plus profond de soi-même? Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a une forme de culpabilité. Donc, les gens aujourd'hui ne veulent pas remettre en question les actes qu'ils ont pu poser dans le passé. Il y a cette forme d'orgueil humain qui dit que je ne regrette rien, je ne regrette rien. Et donc, je veux surtout pas que quelqu'un me rappelle que le fœtus que j'ai tué était un être humain parce que ça viendrait, ça impliquerait que j'ai commis une action immorale dans le passé en tuant mon propre enfant. Et donc, on enfouit sa conscience et parce qu'on n'a pas envie de culpabiliser. Donc, c'est un réflexe tout à fait humain. Mais voilà, je pense que ça ne doit pas nous empêcher d'aborder la question quand même, la question éthique derrière. Pour l'avenir, c'est-à-dire que même si une femme a avorté dans le passé, eh ben, ce qui compte, voilà, c'est d'en prendre conscience de la gravité de l'acte et de ne plus le refaire à l'avenir. Et voilà, en tant que chrétien, moi je soutiens que voilà, la miséricorde de Dieu est infinie et que Dieu peut évidemment pardonner ses femmes, mais même en se plaçant d'un point de vue non religieux, c'est pas parce qu'on a commis une action mauvaise dans le passé qu'il nous est impossible de se racheter dans l'avenir et que on doit condamner la personne. Donc voilà ce que je dirais à ce niveau-là. Oui, c'est ce que tout un chapitre de votre livre, un paragraphe de votre livre, où vous abordez ce sujet, où vous écrivez qu'il faut distinguer les actes et les personnes. Vous écrivez que beaucoup de femmes ont Oui, eu tout à fait. recours à l'avortement sans se rendre compte de ce que cela impliquait. Pourquoi y a-t-il justement en France une si mauvaise information sur l'avortement? Et est-ce que pour vous c'est la Eh cause bien, parce effectivement c'est l'une des causes qui explique le nombre important de cette pratique en France et le fait que l'immense majorité de la population soit en faveur de l'avortement? Est-ce que c'est un problème d'information? Je pense qu'il y a d'une part un problème de mauvaise information. Les gens ne sont pas bien renseignés sur les données de l'embryologie moderne, sur ce que disent les manuels d'embryologie, sur ce que dit la science. Et beaucoup ont adopté la vision de la doxa progressiste, comme quoi euh, l'embryon serait un amas de cellules qui n'aurait, enfin, qui ne serait pas un être humain parce qu'il y a la rhétorique déshumanisante du planning familial, association ouvertement pro-avortement en France, qui
promeut certaines désinformations à ce niveau-là. Il suffit d'aller sur leur site ou même d'écouter certains porte-parole du planning familial pour constater qu'il y a une vraie déshumanisation de l'enfant à naître qui n'est traité comme un amas de cellules. Par exemple, dans le cas d'un avortement par aspiration, au lieu de décrire précisément la méthode aux femmes qui s'apprêtent à avorter, certains gynécologues du planning familial vont dire bah, la méthode par aspiration aspire l'œuf. J'ai déjà trouvé ça dans des revues du planning familial et c'est tout à fait faux. Un fœtus n'est pas un œuf au plan biologique. Donc voilà, il y a de la mauvaise information à ce niveau-là. Donc, je pense que de un, il y a la culpabilité et de deux, il y a la mauvaise information. Il faut que les gens ne remettent plus ça en question. En fait, c'est même plus une question sur laquelle les gens réfléchissent aujourd'hui en France. Alors votre livre est particulièrement intéressant. Il est important. Je pense que nous avons tous compris pourquoi votre livre est important. Vous l'abordez bien sûr au début de votre ouvrage dans l'introduction, mais cette question de l'avortement est une question extrêmement grave et qui, en a tendance, elle est devenue banale et on vit à côté de cet avortement en considérant que ça y est, c'est acquis dans la société et que, mon Dieu, on ne peut rien y faire. Donc ça souligne effectivement l'importance de votre livre et vous proposez, alors nous allons bien sûr nous attacher à cette méthode justement que vous proposez pour éviter le dialogue de sourds. C'est une méthode très intéressante, très rationnelle d'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage. Euh, mais la question que je souhaitais vous poser, c'est dans ces débats que vous avez eus euh, autour de cette question, j'imagine que vous avez abordé les discussions avec la méthodologie que vous proposez dans votre livre, en quelque sorte. Avez-vous réussi à faire évoluer vos interlocuteurs? Bien, je pense que dans le cas d'un débat avec une personne en particulier, c'est rare que les personnes sur le coup disent oh, ça y est, vous m'avez fait changer d'avis, je suis désormais convaincu de la position anti-avortement. Mais de un, ça peut déjà la faire réfléchir, parce que de temps en temps, on ne change pas d'avis sur le coup, mais en y réfléchissant dans quelques jours ou dans quelques semaines, voilà, les gens peuvent changer en y repensant. Et deuxièmement, c'est surtout le public qu'on vise lors du débat, le public qui pourrait se laisser convaincre d'un côté comme de l'autre. Et donc, dans le cas d'un débat, mon objectif, c'est pas forcément de convaincre la personne en face qui est déjà campée sur ses positions ou qui ne serait pas prête de revenir dessus. C'est surtout de convaincre le public, ceux qui écoutent. C'est ça le vrai objectif du débat. Alors dans le point méthodologique que vous proposez au début de votre livre, j'en rappelle le titre, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat des passionnés. Ceci dit, à la fin du livre, vous abordez quand même l'aspect religieux. Vous dites, vous Oui, citez, alors, mais qu'à le la fin titre seulement. dit argument non religieux, mais Oui, j'ajoute tout à la fin un c'est ça. chapitre en annexe, un chapitre facultatif Oui. pour ceux qui seraient religieux et qui voudraient savoir ce qu'enseigne C'est le christianisme, par exemple, sur l'avortement. Mais c'est un chapitre facultatif, donc voilà, si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez tout à fait lire ce On livre et peut tout sauter à ce fait chapitre. effectivement s'arrêter avant. Vous écrivez en page 14 de votre livre, lorsque vous présentez votre méthodologie, il y a en réalité un bon nombre de choses sur lesquelles les pros et les anti-avortements peuvent être d'accord. Quels sont justement ce bon nombre de choses sur lesquelles les pros et les anti peuvent être d'accord? Parce que vous souhaitez partir de ça en Déjà, on a quelque les, sorte. Oui, c'est ça. En fait, toujours pour avoir un dialogue productif avec quelqu'un, il faut toujours partir des points d'accord qu'il y a entre les deux personnes qui discutent pour construire ensemble un raisonnement. Et donc, les points sur lesquels on peut être d'accord avec les défenseurs de l'avortement, on peut se mettre d'accord sur les vérités scientifiques objectives quant à la nature du développement fœtal, donc l'embryologie, si on peut dire. Les procédures d'avortement, qu'est-ce qu'un avortement par pilule, un avortement par aspiration, un avortement par dilatation-extraction, tout ça c'est très bien répertorié dans la littérature médicale. Les deux camps du débat peuvent y avoir accès facilement. Donc on peut se fonder là-dessus, aussi sur les statistiques et les raisons qu'invoquent les femmes pour avorter. Tout ça c'est aussi disponible dans des revues scientifiques. Et après, voilà, en se fondant sur ces faits-là, on peut utiliser l'usage de la raison et un sens commun de la moralité pour argumenter ensemble. Donc moi, dans le livre, j'utilise le fondement de la Déclaration des droits de l'homme de 1948,
qui est une déclaration acceptée par la République française. Donc je me fonde sur cette déclaration des droits de l'homme acceptée par notre République française laïque pour argumenter à partir de ce fondement et développer des arguments moraux, philosophiques, dans le sens de la position anti-avortement. Quel est l'article de cette déclaration des droits de l'homme sur lequel vous appuyez? Alors, il y a l'article qui dit que tout un individu a un droit à la vie et que il faut respecter tous les membres de la famille humaine. Alors, j'ai plus exactement l'article en tête, Oui, mais c'est il le est sens. cité dans le livre. C'est voilà, la Déclaration des droits de l'homme de 1948 mentionne bien la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux inaliénables. Donc là, on parle bien de tous les membres de la famille humaine. Et donc la question qu'on peut poser derrière, c'est quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour appartenir à la famille humaine? Qu'est-ce qu'il faut pour être un membre de la famille humaine et pour avoir du coup des droits égaux et inaliénables? Et donc c'est là-dessus où derrière on fait intervenir la philosophie morale et divers arguments. C'est vraiment le fil conducteur principal de votre livre, d'ailleurs. Est-ce que le fœtus, l'embryon, appartiennent à la famille humaine? Parce que d'ailleurs, effectivement, quand on répond à cette question, et vous y répondez parfaitement, la conclusion vient d'elle-même, en effet. Alors, vous suggérez dans votre méthode de poser au préalable de la discussion des questions bêtes. Des questions bêtes qui ne sont pas si bêtes que ça, d'ailleurs. Quelles sont, pouvez-vous en citer quelques-unes? Ou sinon, j'ai la liste Eh sous bien, les yeux. Quelles sont ces questions bêtes que vous posez à votre interlocuteur au préalable? et en fait, dans le débat sur l'avortement, parfois ça peut être bien de lancer quelques questions pour justement lancer un peu les sujets et faire prendre conscience à l'autre de quoi il est, de quoi il est question, justement. Donc on peut poser la question, qu'est-ce qu'un avortement? Qu'est-ce qu'un bébé? Qu'est-ce qu'un embryon? Qu'est-ce qu'un fœtus? Hmm. Qu'est-ce qu'une grossesse? Quelle est la définition du mot être humain? Quelle est la définition du mot personne? Qu'est-ce que l'avortement fait au fœtus? Toutes ces questions comme ça peuvent être très utiles pour lancer la discussion. Et après, bah, on peut tout à fait poser des questions. Est-ce que vous pensez que l'avortement devrait être autorisé en toutes circonstances et à n'importe quel stade de la grossesse? Sinon, pour quelles raisons? On peut aussi demander est-ce que c'est immoral si l'avortement n'est pas immoral, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait le rendre plus rare? Est-ce que ce serait uniquement pour des raisons économiques? Ou encore est-ce qu'il y a un nombre limite d'avortements qu'une femme pourrait avoir dans sa vie légalement? Et si oui, pourquoi imposer une telle limite particulière? Ou sinon, peut-on avorter autant de fois qu'on veut sans que ça devienne immoral? Donc voilà, il y a plein de questions qu'on peut poser. Jusqu'à quel point pensez-vous que l'avortement doit être légal et pourquoi cette limite? Est-ce que vous la trouvez arbitraire? Sinon, expliquez pourquoi. Donnez-moi des critères pour expliquer pourquoi cette limite plutôt qu'une autre. Voilà. Hmm. Il y a plein de questions dans cet ordre-là qui peuvent aider à lancer la discussion, à lancer le débat. Dans le chapitre que vous consacrez aux statistiques, vous évoquez, c'est en page 14, je crois, vous évoquez les raisons pour lesquelles les femmes avortent. Pourquoi? Page 21 de votre livre. Pourquoi les femmes avortent-elles? Que disent-elles? Ben, en général, elles disent que avoir un enfant aujourd'hui ne serait pas quelque chose d'opportun pour leur vie, qu'elles ont déjà un travail ou qu'elles font leurs études encore, qu'elles sont donc dans l'incapacité de s'occuper d'enfants ou d'avoir des enfants à charge, et donc elles ne peuvent pas se permettre d'avoir un bébé maintenant. Certaines auront aussi des problèmes relationnels ou ne veulent pas être mères célibataires, par exemple, parce que leur petite amie les a quittés. Voilà, et donc il y a plein de raisons invoquées. Souvent, c'est des raisons socio-économiques qui sont invoquées. Mais pour ce qui est du viol ou de l'inceste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument du viol en disant ah, vous êtes contre Hmm. l'avortement, donc ça veut dire que le cas de viol, vous voulez vous opposer à ça. Mais oui, mais est-ce que vous savez quel est le pourcentage des cas qui concernent le viol dans l'avortement? Eh bien, seulement 1% des cas. Et cette statistique, je la tiens d'un site ouvertement pro-avortement, à savoir l'Institut Guttmacher. Donc, moins de 1% des femmes qui vont avorter ont été victimes de viol ou d'inceste. Ça veut dire que dans 99% des autres cas, c'est pour des raisons socio-économiques ou autres. Voilà. Vous précisez d'ailleurs dans votre livre que la plupart des femmes citent plusieurs raisons, deux à quatre raisons, pas seulement une.
pour expliquer leur avortement? Oui, bah, plusieurs raisons. Ça peut être euh, je fais encore mes études, je me sens pas prête à avoir un bébé maintenant parce que j'ai envie de poursuivre telle ou telle formation. Ou alors ça peut être bah, j'ai des difficultés financières et je me sens pas apte à avoir assez d'argent pour m'occuper d'une famille, tout ça. Donc ça peut être un mélange de raisons, pas forcément qu'une seule raison. Ça peut être aussi le petit ami qui fait pression à la fille pour avorter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avorter, mais qui aimeraient pouvoir garder l'enfant. Et malheureusement, elles sont souvent poussées à l'avortement par leur petit ami ou par les parents. Il y a beaucoup de parents qui incitent leurs enfants à l'avortement pendant qu'ils font leurs études, au lieu de les aider et de subvenir à leurs besoins. Donc il faut prendre en compte ça aussi dans ce qui pousse les femmes à avorter. Il y a beaucoup de pression familiale ou amoureuse qui peuvent entrer là-dedans. Alors les deux premiers chapitres de votre livre, nous allons les aborder, sont particulièrement importants. Le premier chapitre c'est consacré à l'argument pro-vie principal, nous allons le voir bien sûr maintenant avec vous. Le deuxième chapitre est consacré aux arguments des pro-avortement. Je vous propose donc d'aborder ce premier chapitre qui est un chapitre essentiel donc, de ce livre consacré à l'argument donc pro-vie principal qui est une réflexion autour de l'embryon ou du fœtus. Je vous cite, si le fœtus n'est pas un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est nécessaire. En revanche, si le fœtus est un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est adéquate. Le fait qu'on ait le droit ou non de tuer un être vivant dépend quasiment entièrement de l'identité de l'être en question. Écrivez-vous, le fœtus est-il une personne? C'est la question de fond. Alors déjà, quelle différence entre fœtus et embryon? C'est la première question que j'aimerais vous poser. Et puis, bien entendu, dans ce premier chapitre, vous arrivez à la conclusion. Et ça serait très intéressant que vous le développiez, la manière dont vous êtes arrivé, parce que vous êtes parti d'arguments scientifiques, d'une part, et puis d'autre part, vous avez repris aussi un certain nombre d'arguments scientifiques, eux aussi, qui sont utilisés par ceux qui sont pour. L'avortement. Donc, deuxième question que je voudrais vous poser, effectivement, comment arrivez-vous dans votre livre, je rappelle le titre, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné que vous publiez chez Artege, comment arrivez-vous à la conclusion que l'embryon et le fœtus sont des êtres humains? Alors, tout simplement, les termes embryon et fœtus, c'est utilisé dans la littérature médicale comme se référant à un stade de développement de l'être humain prénatal. Donc, l'embryon, la définition de l'embryon, c'est un être humain entre 0 et 8 semaines de grossesse. Un fœtus, c'est un être humain entre 8 semaines et la naissance. Et après la naissance, on parle d'un nouveau-né ou d'un nourrisson puis voilà, d'un petit enfant, puis après d'un adolescent, puis d'un adulte. Donc en fait, les termes embryon et fœtus, c'est juste des termes utilisés pour décrire le stade de développement d'un être humain. Donc la vraie question qu'il faut poser ici, c'est qu'est-ce qu'un être humain? Parce qu'on emploie Pardonnez-moi, beaucoup ce terme, mais il faut savoir le définir. monsieur, excusez-moi, Oui. je vous interromps. 8 semaines. Il y a cette frontière à 8 semaines. On passe donc d'un embryon à un fœtus. Qu'est-ce qui, physiquement, caractérise ce passage? Il y a quelque chose de particulier ou c'est purement, on fixe une date? Non, c'est purement C'est conventionnel, de la même conventionnel. manière qu'il n'y a pas de passage particulier qui distingue un jeune enfant et un adolescent. Voilà, on peut dire que c'est de 13 ans, voilà, mais il y a pas à 12 ans et quelques jours et 13 ans et quelques jours, il n'y a pas un changement magique qui fait que voilà, on passe de enfant à adolescent. C'est juste des termes qu'on utilise conventionnellement pour décrire un stade de développement de l'être humain. Mais après, à 8 semaines, il y a des choses évidemment qui changent par rapport à la septième semaine en termes de développement de l'être humain prénatal, mais il n'y a pas de changement substantiel radical à 8 semaines. Alors, je vous laisse nous expliquer, en effet, comment vous D'accord. arrivez à cette conclusion. Alors, pardonnez-moi, je voudrais préciser parce que c'est aussi très intéressant. Dans votre livre, vous revenez souvent au sens des mots qui expliquent vraiment les situations. Vous dites, vous expliquez ce que ça veut dire fœtus, l'origine du mot fœtus. C'est intéressant, c'est très révélateur.
Alors je vous laisse le dire peut-être pour les Donc, auditeurs. comment j'arrive à la conclusion Non, non, que l'avortement fœtus, est immoral? ce que veut dire fœtus. Ah, Le terme fœtus. Oui, après, euh, le terme fœtus, ça vient du latin. Ça veut dire portée de petit en latin, si ma mémoire est bonne. Et donc oui, c'est déjà un terme qui fait référence à l'humanité de l'enfant prénatal, de l'être humain prénatal. hmm. Même dans sa racine même, ouais. Et d'ailleurs, permettez-moi Euh, aussi d'ajouter ça, parce que vous, donc, pour le mot fœtus, vous revenez à l'origine du mot en latin, portée de petit, c'est déjà très révélateur. Et pour embryon, vous faites référence au Larousse, à la définition du Larousse. oui, Si vous voulez, je peux la lire. C'est tel que vous la proposez dans votre livre. Un embryon humain, selon le Larousse, c'est un être humain. Donc il dit clairement, c'est un être humain en développement depuis sa conception jusqu'au stade où les principaux organes sont formés, c'est-à-dire jusqu'à la huitième semaine de grossesse. Voilà. c'est Bon, je vous ça, laisse reprendre le exactement. cours de la discussion. On pourrait presque arrêter là, Oui, parce donc en que fait, la non, mais rousse tranche la discussion. Hein. oui, oui, non, non. Alors, le Larousse tranche la discussion biologique. Donc, il constate que l'embryon est un être humain parce que, tout simplement, ça, c'est un fait biologique. Si vous ouvrez n'importe quel manuel d'embryologie aujourd'hui, donc les spécialistes qui étudient l'embryologie, eh ben, ils vont tous vous dire que la vie humaine commence d'exister dès le moment de la conception. Donc, par exemple, si vous prenez le livre Embryologie humaine et tératologie, eh bien, ce manuel d'embryologie vous affirme que, citation, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme lorsque les pronoyaux mâles et femelles se mélangent dans l'ovocyte. Ça, c'est aussi confirmé par le manuel d'embryologie qui s'appelle L'être humain en développement et qui affirme que le zygote est le début d'un nouvel être humain, c'est-à-dire un embryon. Le développement humain commence à la fécondation, etc. Je vous lis pas toute la citation, mais voilà, dans le livre, je cite beaucoup de manuels d'embryologie pour montrer qu'il y a une unanimité là-dessus chez les scientifiques, que dès le moment de la conception, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère, voilà, qui a son patrimoine génétique qui lui est propre et qui se développe petit à petit jusqu'au stade adulte. Mais il y a une continuité biologique entre l'embryon que j'étais dans le ventre de ma mère et moi aujourd'hui. Je suis le même organisme qui est issu de la conception dans le ventre de ma mère. Il y a une continuité parfaite au plan biologique à ce niveau-là. Donc, au sens biologique, j'étais un être humain quand j'étais un embryon. Parce que la définition biologique du mot être humain, c'est un membre de l'espèce Homo sapiens. Donc, dans le livre, je définis être humain comme étant un organisme vivant, membre de l'espèce Homo sapiens. Et d'après cette définition, il ne fait aucun doute que dès le moment de la conception, eh bien, un être humain est créé dans le ventre de la mère. C'est tout simplement un fait biologique. Alors ça, du coup, ce fait est même admis par les pro-choix, par ceux qui défendent l'avortement. Donc même Émile Beaulieu, qui était défenseur de la pilule abortive en France en 1992, disait, oui, un zygote est un être humain vivant. Donc voilà, même Hmm. un docteur pro-avortement comme Émile Beaulieu l'admettait. Et on a aussi David Bounine, qui est probablement un des meilleurs défenseur de l'avortement aujourd'hui dans les sphères universitaires, reconnaît aussi ce fait dans son livre. Et il nous dit, peut-être que la relation la plus simple entre vous et moi d'une part et chaque fœtus humain depuis la conception d'autre part est la suivante. Tous sont des membres vivants de la même espèce Homo sapiens. Un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. Donc oui, c'est admis par tout le monde. Même Peter Singer, peut-être que certains connaissent Peter Singer, qui est un philosophe pro-choix très renommé aujourd'hui, et il nous dit, citation, il est possible de donner un sens précis au mot être humain. Nous pouvons l'utiliser comme équivalent à membre de l'espèce Homo sapiens, et qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain.
voyez, c'est un pro-avortement qui vous dit ça. Hmm. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui est débattu chez les intellectuels qui défendent l'avortement. Ils admettent tous l'effet biologique et reconnaissent que l'embryon est un être humain. Et sinon, vous soulignez dans votre livre, Mathieu Lavagna, que le consensus scientifique est unanime. Que l'on soit pour ou contre l'avortement en la matière, le consensus scientifique est unanime pour reconnaître que l'embryon, et bien entendu forcément le fœtus, sont des êtres humains et que par conséquent, avorter revient à tuer un être humain. Je vais compléter les personnes que vous venez de citer par d'autres aussi que nous trouvons dans votre ouvrage. C'est particulièrement intéressant parce que celles que vous citez, ce sont des personnes qui sont pour l'avortement et qui reconnaissent en effet la nature humaine des embryons. Anne Furedi, par exemple, directrice générale de la plus grande entreprise indépendante d'avortement au Royaume-Uni, avait déclaré lors d'un débat en 2008 : nous pouvons accepter que l'embryon soit un être vivant, qu'il ait un cœur qui bat depuis 21 jours, qu'il ait son propre système génétique en lui. C'est clairement un humain, dans le sens où ce n'est pas une gerbille, et nous pouvons reconnaître que c'est la vie humaine. Il y a aussi Marc Mercé, qui est professeur pro-avortement au département de philosophie de l'Université Sainte-Marie, qui écrit : à la conception naît un nouvel être humain. L'avortement implique donc de tuer un être humain. Mais que l'avortement implique de tuer délibérément un être humain n'est pas une raison pour que l'avortement soit illégal. Il ne faut pas non plus en être moralement troublé. Un fœtus humain n'a qu'une conscience rudimentaire de son environnement et manque totalement de conscience de soi. Ça, c'est un argument, effectivement, que vous allez démonter dans la suite de votre livre. Donc là, on en est qu'à la... C'est ça. Pardon. Oui. Donc, c'est exactement ça. Donc, justement, Mark Menser reconnaît évidemment les faits biologiques, que l'embryon est un être humain, mais il dit que c'est pas suffisant d'être un être humain C'est ça. pour avoir un droit à la vie. Et ils vont dire que seules les personnes ont un droit à la vie et pas tous les êtres humains sont des personnes. Et donc, pour être une personne avec un droit à la vie, du coup, il faut plus de critères en plus du fait d'être un être humain. Et donc, lui, son fameux critère, c'est la conscience de soi. Et vous expliquez que l'objectif est alors de montrer donc aux défenseurs de l'avortement que l'embryon est un organisme humain à part entière, distincte du corps de la mère qui se développe pour devenir un adulte. Parce que l'un des arguments que l'on entend, c'est mon corps, mon choix. Mais ce que vous expliquez, effectivement, cet embryon, ce fœtus, ce n'est pas le corps de la mère. Oui, ce n'est pas une partie du corps de la mère, c'est pas comme si c'était mes doigts, mon intestin ou autre organe de mon corps. Non, non, la science prouve que l'embryon n'est pas une partie du corps de la mère. Il habite dans le corps de la mère, mais ce n'est pas une partie du corps de la mère. De la même manière que moi, j'habite dans ma maison, mais je ne suis pas une partie de ma maison. D'accord? Donc, l'argument de dire je fais ce que je veux de mon corps, ça n'implique pas, même si c'était vrai, même si on pouvait admettre que les gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de leur corps, chose qui est un peu contestable, mais même si on admettait ça, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux du corps d'autrui. Et donc de tuer délibérément un être humain innocent qui habite dans mon corps. Alors, votre objectif aussi, c'est de convaincre des personnes qui n'ont pas de connaissances particulières en biologie, que l'embryon et le fœtus sont des êtres humains en tant que tels, et vous soulignez un certain nombre d'objections. Hein, vous répondez aux objections qu'ils pourraient vous proposer. Alors, vous dites par exemple, comme objection, si les embryons sont des êtres humains, alors les cellules de notre peau sont aussi des êtres humains. Alors oui, mais ça c'est tout à fait c'est un argument qu'on entend souvent dans la rue ou chez les gens pas très informés sur les questions d'embryologie, mais il faut savoir que c'est pas du tout une objection qu'on entend chez les universitaires ou ceux qui défendent l'avortement au niveau académique, par exemple, parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas comparer un embryon au plan biologique à des cellules de peau, d'accord? Parce que la grande différence entre les deux, c'est que l'embryon est un organisme et pas les cellules de peau. Les cellules de peau n'ont pas la capacité interne à se développer en un membre adulte de l'espèce humaine.
C'est un vrai tas de cellules, alors que l'embryon a toutes les capacités internes pour se développer en un adulte. Il a toutes ces parties qui se coordonnent pour former un être uni et organisé. Et donc, la différence, c'est qu'il est animé par une activité autonome et qu'il possède en lui-même le principe de son mouvement et de son développement. C'est pas le cas des cellules de peau. Et donc, c'est la grande différence, c'est que l'embryon est un organisme et les cellules de peau ne sont pas un organisme. L'objection aussi, la deuxième objection est intéressante, celle que l'on peut vous faire, le fait que l'embryon puisse encore se diviser en jumeaux montre bien qu'il n'est pas encore un être humain. Oui, alors ça, c'est une objection qu'on peut entendre parfois chez certains qui disent, bah, vous voyez, dans les 2 premières semaines après la conception, eh bien, il se trouve que l'embryon peut encore se diviser en deux et donc former des jumeaux monozygotes. Ça arrive une fois sur 260, je crois. Et donc, bah, ça prouve bien que l'embryon n'était pas un être humain dès le moment de sa conception. En réalité, ici, on peut répondre que ce n'est pas parce qu'on a la capacité potentielle de se diviser que l'on n'est pas un organisme unifié à l'instant présent. Par exemple, on a l'exemple des amibes. Les amibes, ce sont des organismes qui peuvent se diviser en deux, mais cette division n'implique pas qu'il n'y avait pas une amibe vivante avant la division. Donc, en fait, ce qui se passe lorsqu'il y a un cas de jumeaux monozygotes, c'est probablement, d'après beaucoup de spécialistes, qu'il y a un embryon qui se détache de l'autre et qui commence d'exister un petit peu plus tard. Mais ça n'implique pas qu'il n'y avait pas d'organisme vivant précédant la division. Donc, dans les deux cas, il y avait un organisme humain génétiquement distinct présent avant la division des jumeaux. Il y avait bel et bien un être humain, même si cet être humain a encore la capacité de, euh, de former un deuxième jumeau. Euh, donc, ça ne réfute pas l'idée comme quoi le zygote serait un être humain. Alors, ce qu'on objecte aussi, c'est on peut entendre, vous le développez dans votre livre, et d'ailleurs vous utilisez l'argument d'une pro-avortement, Judith Arcagna, pour répondre à cette objection, le fœtus n'est pas un bébé. Et vous répondez si le Oui, mais il y a fœtus beaucoup de est gens un qui bébé. disent, oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas dire que le fœtus est un bébé. Et donc, dès que les gens disent ça, moi, je leur pose la question, très bien, mais alors, quelle est votre définition du mot bébé? Parce que si je définis bébé comme étant un petit être humain ou un être humain de petite taille, alors il s'ensuit logiquement que l'embryon peut être appelé bébé parce que l'embryon est un être humain de petite taille. Donc tout dépend en fait de votre définition que vous usez du mot bébé. Donc je dirais que sous cette définition, c'est tout à fait cohérent d'appeler l'être humain prénatal un bébé. Donc d'ailleurs, même les pro-choix eux-mêmes utilisent des expressions pendant la grossesse en disant «Oh, regarde chérie, le bébé bouge». Et donc ils disent pas «Cet amas de cellules m'a donné un coup de pied». Donc eux-mêmes, ils sont amenés à utiliser l'expression bébé pendant la grossesse. Donc, euh, donc voilà, Non, c'est une non, incohérence. dans ce chapitre, vous arrivez à la conclusion, en effet, qui est essentielle hein, pour la suite de la discussion, que le fœtus et l'embryon sont bien des personnes humaines, sont bien des bébés. Vous terminez ce chapitre, ça, c'est un chapitre, c'est une partie de ce chapitre qui est particulièrement intéressante, qui est un peu dure d'ailleurs, il faut le dire, mais c'est malheureusement la réalité qui l'est. Vous décrivez l'évolution des embryons et des fœtus en termes physiques jusqu'à la naissance et la manière dont on pratique l'avortement par rapport au stade de développement. Je pense que je vous propose d'aborder ce point. Ce n'est pas un point très agréable, effectivement, à développer, mais il faut comprendre, il aide à faire comprendre la réalité d'un avortement. Oui, tout à fait. Donc, l'avortement, dans un premier temps, est pratiqué par médicament. Donc, on appelle ça un avortement médicamenteux. Et donc, en France, il est pratiqué souvent jusqu'à la 7e semaine. On utilise pour cela la pilule abortive RU 486. Et donc en fait, cette pilule, elle va être associée à un autre produit qu'on appelle le misoprostol, qui se prendra 48 heures après et qui terminera l'avortement. Et donc d'abord, la mère avale les pilules et du coup, ça fait que
l'embryon décroche de la paroi utérine et voilà, 24 ou 48 heures après, quand la femme a pris le misoprostol, et ben, il est totalement détaché et puis euh, le, la femme va perdre son bébé dans les toilettes souvent. Et donc, à ce stade-là, il peut déjà elle peut déjà l'apercevoir un petit peu. Euh, à 7 ou 8 semaines, elle peut l'apercevoir. Donc ça, c'est le premier stade d'avortement. Ensuite, à partir de la 8e semaine, là, le bébé est trop gros pour être avorté par médicament. Donc, en général, en France, on pratique la méthode par aspiration. Et donc, la méthode par aspiration, voilà, elle est pratiquée entre la 8e et la 13e semaine, souvent. Et du coup, ce que fait l'avorteur, c'est que, il va utiliser une forme d'aspirateur ultra puissant qu'il va mettre dans l'utérus de la femme et il va aspirer intégralement le bébé qui s'y trouve. Et donc, ça va le démembrer membre par membre, aspirer bras, jambes et la tête également. Et donc, ça va générer voilà, une purée d'organes qui va se retrouver dans l'aspirateur. Et donc, dans le livre, je cite le docteur Anthony Levantino, qui a pratiqué 1200 avortements et qui lui-même décrit la procédure. Donc, vous voyez, dans le livre, je prends soin de citer ceux qui ont pratiqué les Mm. avortements eux-mêmes, qui vous décrivent la procédure. Voilà, le docteur Levantino affirme justement que le bébé est rapidement déchiré par la force de l'aspiration et se faufile à travers le tube avec le placenta, et du coup que l'utérus est vidé de cette manière. Et donc voilà, ça, c'est pour les avortements par aspiration. Et ensuite, à partir de la 13e semaine, on va dire, à partir de la 13e semaine, on peut commencer à pratiquer un avortement par dilatation-extraction, aussi appelé avortement par dilatation-évacuation. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le bébé, désormais, est trop gros pour être aspiré par aspiration, du coup. Et donc, le médecin est obligé de rentrer des pinces de préhension à travers le col de l'utérus de la femme pour attraper le fœtus et le déchirer membre par membre. Donc, lui enlever un bras, une jambe, un bras, une jambe, tout son corps, et finir par broyer la tête, parce que la tête, sinon, elle est trop grosse pour passer dans le canal vaginal, et donc elle doit être broyée elle aussi. Et donc, pour cela, ça se fait avec des pinces de préhension. Et c'est aussi très bien décrit par des médecins qui ont pratiqué l'avortement dans le livre. Ils expliquent comment ils le font, comment ils retirent membre par membre le bébé en avortant à ce stade. Et donc, Donc voilà, ça, je c'est la donne aussi treizième des semaine. témoignages de médecins. Donc, voilà, à partir de la 13e semaine, entre la 13e et la 24e semaine. Et après, bon, pour les avortements de troisième trimestre, c'est souvent la méthode par induction. Et donc, en gros, on injecte un poison dans la cavité amniotique de l'utérus qui va tuer le fœtus et qui va provoquer des contractions en vue de l'expulser. Et donc, le sac amniotique va alors se briser et il y a un afflux de liquide chaud qui sera expulsé par le vagin et un accouchement provoqué qui sera déclenché avec le fœtus qui sera mort empoisonné une fois sorti du corps de la mère. Et je pose la question, celle qui nous vient naturellement à l'esprit, Mathieu Lavagna. Je rappelle que nous vous recevons pour votre livre publié chez Artege, La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné. Dans la première partie de cette discussion, vous nous avez démontré, comme vous le faites parfaitement dans votre livre, que embryons et fœtus sont des personnes humaines. Et nous nous attachons là maintenant, avant de faire une petite pause technique de quelques secondes pour un message de la radio, nous nous attachons, enfin, vous nous décrivez les différentes méthodes d'avortement par rapport au stade d'avancement justement du bébé, puisqu'il s'agit bien d'un bébé, c'est ce que vous nous avez montré. La question qui vient à l'esprit lorsque vous évoquez ces méthodes, c'est la souffrance du fœtus, la douleur du fœtus. Est-ce que c'est quelque chose qui a été analysé, compris, défini? Alors oui, j'ai un petit micro-chapitre là-dessus, sur la souffrance du fœtus. En fait, la souffrance, j'en parle un petit peu, mais j'insiste pas trop là-dessus parce que ce qui rend l'avortement immoral, c'est pas tant la souffrance infligée au fœtus,
c'est le fait de tuer directement et volontairement un être humain innocent. C'est ça qui rend l'avortement immoral. Donc, même si le fœtus ne souffrait pas pendant sa mise à mort, eh bien, sa mise à mort resterait immorale. Donc, on peut dire que la souffrance, c'est une immoralité accidentelle, secondaire, mais que c'est pas ça le centre du débat sur l'avortement. Donc, que disent en revanche les médecins sur la douleur fœtale? À partir de quel stade les fœtus commencent-ils à ressentir de la douleur? Alors, il y a plusieurs études qui ont été réalisées là-dessus. Globalement, avant, dans les années 90, début des années 2000, on pensait que la douleur fœtale avait lieu souvent après la 20e semaine de grossesse. Donc, elle arrivait assez tard. Mais figurez-vous que je suis tombé sur une étude publiée en 2019 qui a été publiée dans le Journal of Medical Ethics, donc qui est un journal anglo-saxon très, très prestigieux, très réputé, et donc qui a été, ouais, qui a une grande autorité, et qui a été publié par deux scientifiques, dont un est pro-avortement. Il a travaillé comme consultant au planning familial. Donc, on ne peut pas l'accuser, voilà, d'être biaisé en faveur des pro-vie. Et que conclut cette étude? Elle conclut que finalement, on a des raisons de penser que les fœtus peuvent ressentir de la douleur à partir de la 13e semaine. Donc, je ne donne pas les détails qui laissent penser cette conclusion, mais vous pourrez la retrouver dans le livre. Mais en tout cas, voilà, il conclut qu'à partir de la 13e semaine, c'est scientifiquement probable que le fœtus ressent de la douleur. Et alors, du coup, au lieu d'en conclure que, il faut interdire l'avortement à partir de ce stade, bah, ils recommandent d'anesthésier les bébés avant de les tuer par avortement à partir de la 12e semaine. Et donc, ils proposent l'analgésie et l'anesthésie fétale. Ils disent l'analgésie et l'anesthésie fétale doivent donc être la norme pour des avortements au deuxième trimestre. Donc voilà, c'est anesthésion les bébés avant de les avorter. Alors précisons d'ailleurs, vous abordez dans votre livre, Mathieu Lavagnin, voilà, précisons qu'en France, on peut avorter jusqu'à 9 mois. Hein, il suffit que, Alors oui, dans précisez-vous, certaines que le conditions. médecin juge que la femme soit en état de détresse psychosociale, un terme flou, sans critères précis. Ah, oui, Écrivez-vous pour que c'est l'avortement ça. soit autorisé jusqu'à 9 mois. Oui, ça date de 2020, c'est assez récent, hein, tout ça. Hum. Donc l'IMG était permise jusqu'à 9 mois et elle est toujours permise jusqu'à 9 mois pour le handicap de l'enfant. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait tuer votre enfant trisomique la veille de la naissance, hein, aujourd'hui. C'est tout à fait légal en France de tuer son enfant pour handicap, de tuer les handicapés juste avant la naissance. Donc c'est légal et aussi, voilà, c'est devenu aussi légal pour raison de détresse psychosociale. Et donc, l'avortement jusqu'à terme est permis à ce niveau-là. Donc, à la fois pour handicap de l'enfant et pour détresse psychosociale chez la mère, euh, il est juridiquement permis voilà, d'avorter jusqu'à terme en France. Et dedans, je donne voilà, tous les articles qui le confirment. C'est quelque chose qui est aujourd'hui légal en France, effectivement. Avant d'aborder le... Nous allons faire une petite pause. Hein, la deuxième partie de cette émission, après la pause, sera consacrée aux arguments pro-avortement auxquels vous répondez. J'aimerais juste citer, alors je ne sais plus qui vous citez, je ne l'ai pas noté dans mes notes, peut-être vous en souviendrez-vous. Vous citez, voilà, quelqu'un, une personne, dit-elle, personne ne veut pratiquer des avortements après 10 semaines, parce qu'à ce moment-là, vous voyez les traits du bébé, les mains, les pieds, c'est vraiment barbare. Et les avortements sont très épuisants et déchirants. Je ne sais, vous vous souvenez qui vous citez là? Non? Là, je cite une personne qui voulait rester anonyme et Ah oui, c'est pour ça. qui a été Hmm. interviewée sur, sur sa pratique d'avortement. C'est tiré du livre Doctors Talk About Themselves de 1988 aux États-Unis. Hmm. Et donc, c'était un livre qui interviewait les docteurs qui parlaient de leur pratique quotidienne. Et l'un d'entre eux, du coup, qui voulait rester anonyme, a confié ça sur son métier d'avorteur et cela consistait. Et à la fin de ce premier chapitre, vous faites un bilan intermédiaire, je vous lis parce que ça résume parfaitement aussi la discussion que nous venons d'avoir avec vous. Pour rappel, jusqu'à présent, nous avons montré que 1. Le fœtus est un être humain innocent. 2. Toutes les méthodes d'avortement tuent directement et volontairement le fœtus. Je vous propose que nous fassions une petite pause, quelques secondes, vous restez bien en ligne, hein, monsieur Lavagna, et nous vous reprenons juste après.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Mathieu Lavagna, qui est théologien, philosophe, et qui vient de publier chez Artege un livre vraiment remarquable, dont le titre est « La raison et pro-vie, arguments non religieux pour un débat passionné », un livre remarquable parce qu'il nous apporte tous les arguments nécessaires justement pour répondre à cette grave question qui est la question donc de l'avortement, ce sujet qui est tabou, qui est complètement escamoté en France. Rappelons que c'est en France où on pratique le plus d'avortements en Europe, et durant cette première partie de discussion, eh bien, Mathieu Lavagna, comme il le fait parfaitement dans son livre, nous a démontré que le fœtus est un être humain innocent et que toutes les méthodes d'avortement consistent à le tuer directement et volontairement. Nous avons des messages d'auditeurs que je vous soumets, Mathieu Lavagna. Premier message de cet auditeur qui est parfaitement dans le sujet. Certes, l'avortement, nous dit-il, ne sera jamais une posture morale, mais quand j'ai vu l'échographie à 2 mois où le fœtus a la taille et la forme d'un grain de riz, j'ai du mal à en faire un être humain. Cela dit, nous dit-il, où mettre le curseur? Évidemment, pas à 9 mois. Alors, c'est faux à 2 mois, le fœtus a la taille d'un grain de riz, hein. J'ai un chapitre sur le développement fœtal dans mon livre qui décrit le développement fœtal justement pendant le premier trimestre de la grossesse. Et donc, il y a toutes les informations au niveau de la taille de l'embryon. Mais donc, 2 mois, disait cette personne. 2 mois, c'est environ 8 semaines de grossesse, à peu près, 8 ou 9 semaines. Donc, je vais vous lire euh, à, à 8 semaines, l'embryon pèse 2,8 grammes et mesure 3,2 cm de la tête aux pieds. Donc 3,2 cm, c'est pas un grain de riz. Un grain de riz, c'est à peine quelques millimètres. Donc voilà, il y a une erreur là-dessus. Mais non, enfin, Jérôme Lejeune, voilà, on va citer Jérôme Lejeune qui est un spécialiste d'embryologie. Il nous disait, à l'âge de 2 mois, le fœtus mesure de la tête aux pieds, de la pointe de la tête aux pieds environ 3 cm. Ouvrez votre main, il est quasiment terminé. Main, pied, tête, organes, cerveau, tout est en place et ne fera plus que grossir. Regardez de plus près encore avec un microscope ordinaire et vous déchiffrerez ces empreintes digitales. Donc on peut déjà lire les empreintes digitales à partir de la 8e semaine, ou juste un peu avant les 2 mois. Donc voilà, comparer ça à la taille d'un grain de riz, je pense que c'est inapproprié compte tenu des données scientifiques. Mais Mathieu Lavagna, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que le statut de personne, d'être humain, n'est pas lié à la taille. Oui, tout à fait. Ça, La c'est un point taille fondamental parce ne que détermine pas votre valeur morale. Oui. je lis le message suivant d'un auditeur qui vous remercie pour vos propos. Les conditions préalables, écrit-il, à l'avortement étaient en France assez strictes en 1975. Et il cite qu'en 1975, par exemple, on s'attachait à des cas exceptionnels comme une jeune fille violée. Et vous dites que, et il écrit, pardon, cet auditeur écrit que ce cas-là est bien sûr très différent d'un avortement de confort, entre guillemets, commis par une personne qui croit que c'est un acte simple et sans danger, ce qui est faux, écrit-il. Et cet auditeur conclut en faisant cette remarque, posant cette question: peut-on autoriser l'avortement si l'assurance est donnée d'avoir un monstre, un enfant difforme? Je pense que faudrait retourner cette question. Est-ce qu'on pourrait tuer un nouveau-né qu'on a dans ses bras sous prétexte qu'il est difforme et qui va avoir l'air d'un monstre? Je dirais non, on ne tue pas un être humain parce qu'il va finir par être difforme ou parce qu'il est déjà difforme. On ne discrimine pas les êtres humains de leur droit à la vie sous prétexte qu'ils ont un handicap ou qu'ils sont difformes. Faire cela, c'est quelque chose de grave et de contraire à la dignité humaine. Donc c'est pas parce qu'un enfant est handicapé ou difforme qu'on a le droit de le tuer par un acte direct et volontaire. C'est tout à fait barbare de défendre ça.
Euh, quant au cas de viol que la personne avait énoncé tout à l'heure, je dirais que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de la manière dont vous avez été conçu. Donc, un fœtus conçu par viol a tout autant de valeur qu'un fœtus qui n'est pas conçu par viol. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est même si on reconnaît que le viol est un crime atroce et que la pauvre femme a beaucoup souffert en subissant cet acte, de la même manière que enfin, si on reconnaît qu'on ne doit pas donner la peine de mort au violeur qui est coupable, pourquoi est-ce qu'on donnerait la peine de mort à l'enfant qui est innocent? Vous voyez, l'enfant qui résulte de ce viol n'est pas responsable du crime de son père et il a tout autant un droit à la vie que vous et moi. Donc, il n'y a aucune circonstance qui justifie de commettre le meurtre à l'égard de l'innocent, même si on reconnaît que le viol est une épreuve très dure, mais on ne rajoute pas, quand on a subi un crime, un autre crime derrière. Troisième message d'auditeur. Voici, c'est un auditeur, je crois, ou une auditrice qui me pardonne si je me trompe. Il me semble que ce ne sont pas les scientifiques qui posent problème dans un débat, mais que ce débat sera impossible avec les fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois qui favorisent l'avortement au nom d'un supposé progrès social, incluant les prétendues valeurs de la République, dont l'égalité à la Procuste, la liberté absolue dans le conformisme social, la fraternité à la mode, qu'un tout débat est impossible et il n'est pas accepté par ces personnes qui sont dans une idéologie religieuse totalement intolérante, et ce n'est pas de la culpabilité refoulée et surcompensée, c'est l'inversion des valeurs qui caractérisent l'Occident, dont la décadence est maintenant évidente, toutes les barrières ayant cédé après les 2 guerres mondiales grâce à nos bons amis anglo-saxons. Et pourtant, vous montrez que chez les anglo-saxons, il y a un vrai débat que nous n'avons plus en France, hein. Donc, Oui, tout à fait. En France, c'est tabou, totalement tabou, oui. personne n'en discute, personne n'ose en parler. Et donc, moi, j'espère changer un petit peu ça avec ce livre. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Si ça se trouve, ça va Hum. faire un gros flop. Mais voilà, j'espère changer un peu ça dans l'opinion publique. Votre livre est de ce fait effectivement parfait. Et vraiment, j'encourage les auditeurs à le lire. Que répondez-vous à cet auditeur donc, qui nous dit que le problème, ce ne sont pas les scientifiques, mais c'est tous les défenseurs de ces lois. Je pense qu'ils pensent au planning familial, etc., dont la Oui, recommandation parce est à... qu'aujourd'hui, oui, je pense pas qu'on fonde la morale aujourd'hui sur la rationalité et sur le bon sens. On la fonde sur les idéologies dominantes de la société. Et donc, ceux qui sont à l'origine des lois se, ne se préoccupent guère des Hum. données scientifiques et ils avancent par pure idéologie. Et en ce sens, ben, je suis malheureusement j'ai peu d'espoir que ce soit les données scientifiques et les arguments philosophiques qui les fassent changer d'avis. Je pense que voilà, ils sont motivés par des raisons idéologiques dans ce qu'ils font. Je pense qu'aussi, vous ne croyez pas qu'il y a aussi l'opportunisme. Parce que quand on regarde ce qui se Oui, passe actuellement dans le dernier débat sur la constitutionnalisation de l'avortement, nous avons vu des partis politiques qui étaient des défenseur du respect de la vie et qui ont complètement retourné leur veste. Donc ce n'est pas forcément l'idéologie, c'est peut-être aussi l'opportunisme. Et la question que je souhaitais vous absolument. poser, oui, pardonnez-moi, vous vouliez... Oui, oui, non, je suis Oui. d'accord avec ce Alors que la vous question que venez je de dire. souhaitais vous poser par rapport à ça, justement, vous avez écrit ce livre. L'avez-vous communiqué à un certain nombre de dirigeants politiques, de décideurs, d'influenceurs? Avez-vous pu les rencontrer? Ont-ils réagi? Le livre sort le 6 juin, donc il n'est pas encore Ah, il officiellement n'est pas sorti encore en, né, en vraiment une librairie. première alors. Voilà, on est dans une première. Et Mon puis, Dieu. c'est pas à moi de faire la communication du livre, c'est Oui. Artege qui va envoyer directement le livre aux personnalités publiques. Donc, je sais pas exactement à qui ils vont l'envoyer en particulier. Mais oui, s'ils veulent l'envoyer à des personnalités politiques, bah, pourquoi pas? Moi, je suis Mais tout à fait vous-même le ferez, content. vous-même le ferez-vous? Vous pouvez- Oui, si je pense que ça peut avoir une quelconque influence, par exemple, oui. je pense que l'envoyer à Jean-Luc Mélenchon, ça n'influencerait pas beaucoup sa pensée. Quoi qu'on a parfois des Mais surprises, pourquoi hein. pas à certains politiques? On a parfois des surprises, on le voit d'ailleurs dans le débat sur l'euthanasie d'ailleurs, hein.
Oui. où les clivages sont parfois dépassés. Mathieu Lavagna, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre, La raison éprouvé, argument non religieux pour un débat des passionnés chez Artege. Il nous reste malheureusement que voilà, 17-18 minutes, 17 minutes à passer en votre compagnie. Et je vous propose que nous abordions le deuxième chapitre de votre livre qui est très important, où vous énumérez les arguments des pro-avortements. Ils sont nombreux, ces arguments. Et bien sûr, vous débattez, vous les réfutez. Je vous propose que vous nous les présentiez. Vous présentiez un certain choix d'arguments et que vous nous expliquiez en quoi ces arguments ne tiennent pas. Alors, en fait, il y a beaucoup d'arguments qu'on entend au quotidien qui ne répondent pas sur le fond à l'argument pro-vie qu'on a développé. Donc, pour rappel, la raison centrale que nous, on a à s'opposer à l'avortement, c'est que il est immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Or, l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent, ça on l'a montré. Donc, la conclusion de ces deux affirmations, de ces deux prémices, c'est que l'avortement est immoral. Donc, pour répondre à cet argument, il faut contester au moins un des deux points. Et le problème, c'est que beaucoup d'objections qu'on entend dans la vie quotidienne ne répondent absolument pas à ces deux points. Et ils présupposent sans argumenter que l'enfant à naître aurait moins de valeur que le nouveau-né. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'arguments qui présupposent ça sans essayer de l'argumenter en disant, bah, par exemple, chaque enfant doit être voulu à ses parents. Il serait injuste de faire naître un enfant qui n'est pas désiré. Il risque d'être mal aimé. Oui, sauf que vous ne seriez pas prêt à appliquer cet argument pour justifier de tuer un nouveau-né. Parce que vous direz, non, non, le nouveau-né, même s'il risque de pas être désiré ou de ne pas être aimé, ça ne justifie pas de le tuer pour autant. Parce que c'est un être humain qui a une dignité intrinsèque. Et donc là, on peut répondre, bah oui, mais si l'enfant à naître a autant de valeur, a autant de dignité intrinsèque qu'un nouveau-né, eh bien, de la même manière qu'on n'utiliserait pas des arguments de type socio-économique pour justifier de tuer un nouveau-né, eh ben, on ne peut pas utiliser ces mêmes arguments pour justifier de tuer l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Donc ça s'applique à plein d'arguments que vous avez dans la vie quotidienne. Par exemple, ceux qui disent l'avortement aide à résoudre les problèmes de surpopulation dans le monde. Oui, enfin, vous ne seriez pas prêt à tuer des nouveau-nés pour lutter contre la surpopulation. Donc encore une fois, cet argument, il présuppose que l'enfant à naître a moins de valeur que le nouveau-né. Et c'est précisément là-dessus qu'il faut que les pro-avortements argumentent. Qu'est-ce qui vous ferait penser que l'enfant à naître, l'enfant dans le ventre, a moins de valeur intrinsèque que le nouveau-né? Et il y a beaucoup d'autres sujets qu'on entend à ce niveau-là dans le débat quotidien. Donc, la partie 2 de ce livre se concentre sur répondre aux arguments qui sont hors sujet, qui ne répondent pas directement au fond du problème. Mais il y a je vais prendre, si vous voulez bien, un certain nombre d'arguments pro-avortement, hein, dans cette liste qui paraissent importantes. Et puis nous vous écouterons sur la manière dont vous argumentez. Il y a la question du respect de la loi. C'est un argument qu'on entend souvent. La loi est votée Oui, et on ne va pas y enfin, revenir. De toute façon, l'avortement est légal, donc je ne vois pas le problème. Il faut respecter la loi. Ceux qui sont contre l'avortement et qui se battent contre l'avortement ne respectent pas la loi. Ils sont en quelque sorte hors la loi. Ils vont être traités comme des hors la loi. Que répondez-vous à cet argument? je dirais que cet argument est très mauvais pour la bonne et simple raison que la loi ne dicte pas la morale. Par exemple, l'esclavage était légal aux États-Unis jusqu'au 19e siècle. Pourtant, il est clair qu'il est immoral d'avoir des gens pour esclaves. Et donc, imaginez un esclavagiste à l'époque de dire, de toute façon, l'esclavage est légal, il faut respecter la loi. Bah, vous diriez, bah non, c'est pas la loi qui dicte la morale. Et pire encore, avec ce genre de raisonnement, les pro-avortements seront contraints de conclure que l'avortement était immoral en France avant la loi Veil parce qu'il n'était pas encore légal. Donc, est-ce que vous êtes vraiment prêt à soutenir que l'avortement était immoral avant la loi Veil parce qu'il n'était pas encore légal, puis qu'il est devenu moralement acceptable dès que la loi a été passée et qu'il est aujourd'hui immoral d'avorter si l'on se trouve à Andorre ou à Monaco parce que l'avortement est illégal là-bas. Donc, vous voyez, on ne peut pas fonder la moralité de l'avortement sur le fait qu'il soit déjà légal dans tel ou tel pays. Ça n'a tout simplement aucun sens. La loi ne dicte pas la morale. Une loi peut se tromper, une loi peut être mauvaise. Il y a déjà eu des lois mauvaises qui discriminaient certains êtres humains dans l'histoire. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec l'avortement. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur la loi pour justifier votre position.
Autre argument, je suis personnellement contre l'avortement, mais je ne veux pas imposer mon point de vue aux autres. Cette affirmation, elle n'aurait de sens que si l'avortement était un choix personnel, du type j'aime bien la glace à la vanille, mais je veux pas imposer ce choix aux autres. Le problème, c'est que si l'avortement est une offense à la dignité humaine, eh bien, il faut imposer ce choix aux autres. Par exemple, on dirait jamais, à titre personnel, je n'aime pas le viol, mais si quelqu'un veut choisir de violer une femme, je ne vais pas lui imposer mon avis, il a tout à fait le droit de le faire. Ah non, ça serait un mauvais argument parce que le viol est une attaque à la dignité humaine, est une offense faite aux femmes, et donc on doit s'y opposer même si on n'est pas concerné directement. Et ben c'est pareil, si l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent, eh bien c'est irrationnel de s'y dire simplement personnellement opposé. Il y a un argument aussi qu'on entend souvent, hein, c'est un débat qui ne concerne que les femmes, mais pas les hommes. Oui, bah c'est les femmes qui disent pas d'utérus, pas C'est ça. d'avis. Si vous n'avez pas d'utérus, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la question de l'avortement parce que cette question ne vous concerne pas. Je ferai remarquer que ceux qui utilisent cet argument devraient s'opposer à la loi Veil parce que la loi Veil a été votée par quasiment que des hommes. Donc s'il fallait avoir un utérus pour se prononcer sur la question de l'avortement, ça veut dire que la loi Veil n'aurait jamais dû être votée puisque la majorité de ceux qui l'ont votée étaient des hommes. Donc ce propre critère, il serait autodestructeur pour la position pro-choix. Dans le débat sur l'avortement, ce sont les arguments qui ont de l'importance, pas les organes génitaux des personnes qui présentent les arguments. Et de plus, l'objection, elle sous-entend qu'on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet qui nous ne concerne pas directement. Or, comme je l'ai déjà fait remarquer tout à l'heure, c'est faux, hein. Je peux me prononcer contre le viol des femmes, même si je n'ai pas d'utérus et que je ne serai jamais concerné par la question. Voilà, je peux me prononcer contre l'esclavage, même si voilà, je ne pourrai jamais être un esclave ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas concerné directement qu'on ne peut pas se prononcer contre l'avortement. Et donc, moi, même si j'ai pas d'utérus en tant qu'homme, j'ai le droit de faire le constat que tuer directement et volontairement un être humain innocent, c'est quelque chose d'immoral. Et cette affirmation, elle ne dépend pas du fait que je sois une femme ou un homme. Vous citez aussi ces deux arguments qui se tiennent, hein. Il y a d'une part l'argument de Simone Veil qui dit rendre illégal l'avortement favorise les avortements clandestins et met en danger la vie de beaucoup de femmes. Et puis parallèlement, eh bien, si on rendait l'avortement illégal, il y aurait toujours des avortements. Ce sont deux arguments qui se tiennent. Que répondre à cela? Alors, ceux qui disent que même si on rendait l'avortement illégal, il y aurait toujours des avortements, ont tout à fait raison. Mais le fait qu'une loi puisse être transgressée n'implique aucunement que nous devrions légaliser cette loi en question. Par exemple, le viol est illégal et ça n'empêche pas certains de continuer à violer. Donc, de même que si on rendait l'avortement illégal, eh ben, il y aurait toujours des personnes qui chercheraient à avorter. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'avortement doit être rendu légal juste parce que de toute façon les gens le feront. Les lois ne peuvent pas empêcher tous les crimes, mais elles peuvent en réduire le nombre. Et donc rendre l'avortement illégal en réduirait drastiquement le nombre. Alors après, il y a l'argument de Simone Veil qui est de dire que si on rendait l'IVG illégal, cela favoriserait les avortements clandestins et cela mettrait en danger la vie de beaucoup de femmes. Bon, dans le livre, j'ai une section qui répond sur les chiffres, parce qu'il faut savoir que les chiffres qui ont été proposés pour faire passer la loi Veil sont erronés, et aujourd'hui, on peut le montrer avec des statistiques. Quand ils disent que 300 000 avortements, il y avait 300 000 avortements par an en France au moment de la loi Veil, c'est juste faux. Ça impliquerait qu'il y en aurait plus avant en 1975 qu'aujourd'hui, alors que l'avortement est toujours mieux accepté dans les mœurs. En réalité, on peut montrer par des analyses statistiques sérieuses que le nombre d'avortements était bien moins élevé que ça et que ça se situe plus aux alentours de 60 000 à 90 000. Mais bref, la vraie question, c'est pas ça, c'est pas est-ce que ça mettrait en danger la vie des femmes, c'est est-ce que l'avortement est un meurtre? Si l'avortement est un meurtre d'une personne innocente, alors qu'une personne se mette en danger en essayant de commettre le meurtre, ça ne justifie pas que l'on doit l'aider légalement à commettre le meurtre. Il y a une faute conceptuelle dans ce raisonnement. On ne doit pas légaliser un crime pour que cela soit plus sécurisé pour la personne qui s'apprête à commettre le crime. On ne doit pas aider les personnes fortes à faire du mal aux personnes faibles pour que cela soit plus sécurisé pour les personnes fortes.
Donc voilà, moi je dirais à ceux qui défendent l'argument de Simone Veil, c'est est-ce que nous devrions autoriser l'exécution d'un être humain innocent afin que cela soit sans risque pour celui qui demande son exécution? Bah non. Donc, même si l'on admettait que les femmes continueraient à mettre leur vie en danger en essayant de tuer leurs enfants, ça justifierait pas que la loi doit les aider à tuer leurs enfants. L'argument de Simone Veil présuppose que l'enfant à naître n'a pas le même statut moral que le nouveau-né. Et c'est précisément ça qu'on conteste dans l'argument. Et Mathieu Lavagna, dans la suite de votre livre, dont je rappelle le titre, La raison est pro-vie, argument non religieux, pour un débat dépassionné que vous publiez chez Artege, vous énumérez aussi un certain nombre d'arguments de la partie adverse, des pro-avortements, que vous qualifiez de plus sophistiqués. Parmi ces arguments plus sophistiqués que ceux qu'on a entendus ici, il y a le critère de la conscience de soi ou du désir de vivre. Le fœtus n'a pas de conscience de soi-même, de lui-même, pardon, et n'a pas particulièrement de désir de vivre. Je vous laisse évoquer cet argument et la manière dont vous le contrez. Oui, c'est déjà des meilleurs arguments que les précédents parce que vous noterez que cet argument, il rentre directement dans le débat sur l'avortement et il dit oui, l'avortement est légitime parce que le fœtus n'a pas conscience de lui-même. Mais il n'essaye pas d'argumenter faisant du hors-sujet en partant de considérations sociales ou économiques ou des choses comme ça. Il rentre directement sur le sujet et il conteste formellement que les êtres humains n'ayant pas de conscience d'eux-mêmes ont un droit à la vie. Et donc, il est plus pertinent pour notre analyse parce qu'il ne tombe pas dans le hors-sujet comme le faisaient les arguments précédents. Donc, qu'est-ce que je réponds à cet argument de la conscience, de ceux qui disent le fœtus n'a pas un droit à la vie jusqu'à un certain stade parce qu'il n'a pas une conscience de lui-même? Je réponds que la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à se considérer comme un sujet existant, n'apparaît qu'après la naissance. D'accord? Donc, si ce critère était appliqué de manière cohérente, eh bien, il impliquerait aussi la licéité de l'infanticide. Parce que le nouveau-né, il n'a pas de conscience de lui-même. Il a une conscience sensible, donc il va ressentir la douleur ou des choses comme ça, mais il n'a pas la capacité de se considérer comme un sujet existant, il n'a pas conscience de lui-même. Il est incapable de se reconnaître dans le miroir, par exemple. Au contraire, on a des animaux plus développés, comme les cochons, les vaches, les chimpanzés, qui eux sont conscients d'eux-mêmes. Et pourtant, donc ils ont un état cognitif beaucoup plus développé que le fœtus ou même que le nouveau-né. Et pourtant, ça n'implique pas que ce soit des personnes. Donc, je dirais que le critère de conscience de soi n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour être une personne. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un être humain n'est pas conscient de lui-même qu'il n'est pas digne de vie. On le voit aussi avec les personnes qui sont dans un coma réversible, qui ont une absence totale de conscience d'eux-mêmes, et pourtant ça reste des personnes, on ne doit pas les discriminer de leur droit à la vie juste parce qu'ils n'ont pas de conscience d'eux-mêmes en acte. Ils l'ont en puissance, donc ils ont cette potentialité pour la conscience, et c'est la même chose pour le fœtus qui a cette potentialité de développer la conscience de lui-même plus tard. Vous répondez dans votre livre aussi à un certain nombre d'objections qui nient le statut moral de l'embryon. Vous évoquez par exemple le principe de précaution, vous évoquez l'argument concernant donc le sauvetage des embryons. Je vous laisse aussi évoquer cela. Ce sont des arguments qui sont assez forts en fait. Je vous laisse les contrer Oui, pour alors les le auditeurs de principe Radio de Courtoisie. précaution, sur le principe de précaution, c'est un argument indépendant important. C'est-à-dire que même si certains ont des doutes sur le statut moral, sur la légitimité de considérer que l'embryon est une personne, cela ne justifie pas l'avortement pour autant. Parce que euh, quand on ne sait pas si un être en question est une personne, cela ne justifie pas de le mettre à mort. De la même manière, si je ne sais pas si c'est mon ami ou si c'est un animal qui est dans le buisson, quand je suis à la chasse, bah, je ne tire pas dans le buisson parce que justement, je risque de mettre à mort une personne si j'en suis pas sûr qu'il n'y a pas de personne. Donc, pour défendre l'avortement, il faut être certain que le fœtus n'est pas une personne qui n'a pas un statut moral ou une dignité intrinsèque. Tant qu'il n'y a pas cette certitude, l'avortement
reste à proscrire. De la même manière, si quelqu'un s'apprête à faire exploser un immeuble, un démolisseur d'immeuble, et si cette personne dit, oui, je suis presque sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur de l'immeuble, mais je vais quand même le démolir, bah, on dirait, bah non, non, il faut pas que tu sois presque sûr, il faut que tu sois 100% sûr, pas 95% sûr. Donc, on dirait que s'il faisait exploser un immeuble sans être moralement certain qu'il y a des personnes dans l'immeuble, qu'il n'y a pas de personnes dans l'immeuble, eh bien, il commettrait une négligence criminelle et donc il commettrait une action immorale. De la même manière, si vous n'êtes pas absolument certain que le fœtus n'est pas une personne, qu'il pourrait y avoir un doute sur son identité, eh bien, vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne pouvez tuer le fœtus que si vous êtes absolument certain qu'il n'a aucun droit à la vie et qu'il n'a pas de dignité intrinsèque. Donc c'est ça l'argument du principe de précaution. Le principe de précaution dit, tant qu'on ne sait pas, on ne tue pas. Tant qu'il y a un doute sur le statut moral de l'embryon, il est immoral de le mettre à mort. Mathieu, là vient une dernière question, 30 secondes pour répondre. Je rappelle le titre de votre livre, vraiment votre livre à lire, tant que vous apportez des arguments irréfutables sur la défense de la vie, le respect de la vie contre l'avortement. La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné chez Artege. Tout est-il perdu quand on voit l'évolution des lois en France ? Avortement jusqu'à 14 semaines, constitutionnalisation de cette loi. Et tout est-il perdu? Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer? Très très court, hein, quelques secondes seulement pour votre réponse, Mathieu Lavagna. Alors, tout est-il perdu? Ben, je pense que effectivement la situation en France s'est largement empirée avec la constitutionnalisation de l'avortement et que c'est une partie de l'histoire de France bien triste. J'espère enfin, je suis conscient qu'on reviendra pas sur l'avortement légalement demain ou dans les 50 prochaines années, c'est très improbable. Mais cela n'empêche pas de lutter au niveau Eh culturel, bien, au niveau politique, de former la jeunesse merci, pour que voilà, qu'ils merci connaissent les Mathieu arguments. Lavagna de nous aider à lutter en la matière. Merci d'être venu en direct sur nos ondes. À très bientôt. Très bonne soirée à vous.